Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presente. Radioscopie, Jacques Chancel. Pierre Dac. Couronné roi des loufoques il y a une bonne trentaine d'années. Oui, c'est pas le refus, on m'a fait porter le chapeau, oui. Vous ne songez aucunement, Pierre Dac, à abdiquer. Ah non. Pierre Dac, l'absurde est votre royaume, et vous avez 76 ans. Ce goût pour ce qui n'est pas tout à fait non, vous... c'est pas exact. Ah, pardon. J'ai eu le 15 août dernier, 25 ans, mais plutôt 3 fois qu'une. Très bien. Alors, ce goût pour ce qui n'est pas tout à fait vous cache quelque chose. Ouais. J'ai toujours pensé, Pierre Dac, que vous étiez le contraire de ce que vous vouliez bien paraître. Une terrible timidité de jeune homme a fait de vous un fonceur et par la suite un farceur. C'est vrai. Lorsqu'on dit Pierre Dac, on pense farfelu. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes tout à fait autre chose. Et d'abord, Pierre Dac, et je le dis très sincèrement, vous êtes un honnête homme. Merci, Jacques. C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Pierre Dac, j'aimerais savoir comment tout a commencé. Et pour cela, j'aimerais bien vous connaître. Écoutez, pour vous donner une idée, qui va vous donner une idée générale de moi-même, si j'ose dire, c'est le lieu où j'ai écrit ma première chanson, sans savoir la carrière que je ferai ensuite. J'ai écrit ma première chanson alors que je passais des vacances en qualité de caporal d'infanterie à Fleury-sous-Douaumont. C'est là où j'ai écrit ma première chanson. Dans un certain climat. Qui m'a rapporté 60 jours de tôle, mais je n'ai pas fait parce que j'ai eu le bras ouvert, brisé le lendemain. Pierre Dac, on vous connaît bien, vous avez un nom qui claque. Vous êtes né où? À Châlons-sur-Marne. Et je crois que vous avez été marqué un 15 août. Un 15 août, pourquoi oui, c'est... Napoléon. Ah pardon, c'est vrai, le bicentenaire. Bien sûr, voyons. Pierre Dac, Dac n'est pas votre nom. Non. Vous êtes juif, est-ce que vous avez été marqué par ça? Très. Oh, je suis marqué. C'est-à-dire que je porte en moi incontestablement plus de 5000 ans de, comment dirais-je, d'hébraïsme, si j'ose dire. Mais oui, je me suis introspecté, parce qu'on m'avait posé la question sur l'humour juif. Eh bien oui, je crois, j'avais répondu d'ailleurs assez évasivement, l'humour pour moi est une chose universelle, mais je porte ça en moi, parce que quand on me demande le sens de ma forme d'humour, je dis moi, je fais de la démonstration par l'absurde, et je pense que l'humour permet, toutefois mon humour, c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux. Et je porte certainement en moi, car ça a été une self-defense pour le peuple juif, de se moquer un peu de lui-même et de plaisanter, qui lui a permis de traverser combien d'épreuves. Je n'ai pas besoin de vous les rappeler, vous les connaissez aussi bien que moi. Pierre Dac, si j'ai dit au début de cette émission que vous étiez juif, c'est parce que ensuite, au moment de la guerre, de la résistance, vous avez été terriblement marqué par cette chose-là. Bien sûr. Et nous allons y revenir. Mais tout jeune, vous étiez quel garçon? Très romantique. Je le suis resté. Vous êtes toujours aujourd'hui un romantique? Oui, bien sûr. Un romantique farfelu ou un farfelu romantique? Les deux, si vous voulez. Si vous voulez. L'insolite, surtout. J'adore l'insolite. Que faisaient chose qui surprend. Que faisaient vos parents, Pierre Dac? Oh, mon père était boucher. Avec un air. Oui, parce qu'il était intelligent. Oui. Et je tiens beaucoup de lui. Car mon père, évidemment, qui est dans un métier tout à fait différent. Mais je ne sais pas, j'ai peut-être 150 expressions à lui que j'ai reprises, que j'ai transposées, mais je tiens absolument de lui. Vous aviez toujours envie de faire ce métier? Pas du tout, ça m'est venu comme ça m'est venu pendant la guerre, de 14-18. C'est là que ça m'est venu. Je suis venu une fois en permission, et pour la première fois de ma vie, je suis allé chez Fursier-Morisset, qui avait une boîte de chansonniers. C'est le premier contact que j'ai eu avec les chansonniers. Ça m'a plu, et je me suis dit, c'est ça que je veux devenir. Pierre Dac, vous êtes de ces hommes qui ont fait 2 guerres. Vous aviez 18 ans et vous étiez à Verdun. J'ai pas eu le temps de faire celle de 70, c'est dommage, parce que c'est le centenaire l'année prochaine. Et vous prenez tout cela avec le sourire. C'est la meilleure des choses. Vous savez, l'humour, mon cher Jacques Chancel, ne vous apprend rien. C'est une arme magnifique. Ça permet de tenir le coup dans les circonstances les plus tragiques et les plus dramatiques. Pierre Dac, vous êtes et vous restez prince des loufoques, mais cela, à mon avis, c'est un alibi. Et je voudrais savoir ce qu'il y a véritablement à l'intérieur. C'est difficile à dire, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu, vous savez, j'écris, parce que j'ai envie d'écrire, il me vient une idée. Elle est bonne ou elle est mauvaise, bien sûr, si elle est mauvaise, je l'abandonne.
Mais j'écris, et il faut dire une chose, vous savez qu'il y a quelques années, j'ai fait une dépression nerveuse très grave, qui a duré 8 ans, et j'en suis sorti comme rajeuni. Et depuis 2 ans, j'ai écrit en 2 ans 1000 fois plus que j'ai écrit dans toute ma carrière, avec la joie d'écrire, parce que j'éprouve le besoin d'écrire. Pierre Dac, à l'intérieur de vous-même, il y a de la détresse, du dégoût de vivre, une insatisfaction. Pas le moins du monde, toujours autant d'enthousiasme, c'est ce qui me permet d'ailleurs, les années peuvent passer au-dessus de moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Que détestez-vous le plus dans ce que vous avez fait? Oh, détester, vous savez, évidemment, au départ, quand j'ai commencé, je disais exactement tout ce qui me passait par la tête. Et c'est pas toujours d'une extrême finesse, il faut bien le reconnaître. Mais j'ai été terriblement aidé par des vieux chansonniers qui sont morts, bien sûr, depuis, à la Lune Rousse, comme c'est Marsac qui m'a fait débuter, d'ailleurs, Jean Marsac, au coucou. Et après, j'ai été à la Lune Rousse. Mais avant, j'avais été les voir des gens comme Dominique Bonneau, Vincent Ispa, Georges Balta, qui dirigeaient la Lune Rousse, qui m'ont donné des conseils. Et quand je suis arrivé là-dedans, j'ai éclaté complètement. Vous comprenez, c'était le classicisme le plus total, absolu, etc. Moi, j'ai éclaté là-dedans en disant tout ce qui me passait par la tête, puis les gens rigolaient. Bon, et ben ces gens-là m'ont admirablement compris et m'ont beaucoup aidé. Pierre Dac, vous étiez un jeune homme timide et avant d'aborder le spectacle, vous avez fait un certain nombre de métiers. Ah, après la guerre de 14-18, j'ai été chauffeur de taxi aussi, comme Bréfort. Oui, aussi. Pendant 1 mois, faut dire. J'ai terminé ma carrière contre un bec de gaz sur l'esplanade des Invalides, avec 2 sœurs qui étaient dans la bagnole. J'ai dit, mes sœurs, je crois qu'il vaut mieux pas continuer. Et puis j'ai fait un tas de trucs, j'étais représentant de commerce. Alors, j'en trouverais la porte d'une boutique, je disais, on n'avait besoin de rien, et je ressortais avant même qu'on m'ait répondu. Oui, j'avais de grosses qualités commerciales. Vous aviez peur du client? Je suis timide, puis enfin c'était pour mon job. C'était pas du tout mon job, car je n'ai absolument pas de sens commercial. Bien que juif. C'est pas du tout. Pierre Dac, à quel âge avez-vous réussi votre vie? Eh bien, j'ai réussi, en somme, ma vie quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à être vraiment chansonnier, puisque le mot, c'est le mot, quoi. Bien sûr, je suis surtout humoriste, mais enfin, le mot est chansonnier. Je me suis présenté dans diverses boîtes, et puis, mon Dieu, on m'a plus ou moins conduit avant d'avoir la Lune Rousse. Et puis, un beau soir, il y avait un cabaret qui s'appelait La Vache Enragée, place Constantin-Péqueur, qui a disparu depuis très longtemps, à Montmartre. C'était un brave gars qui s'appelait Roger Tosini, qui est un barde, un très brave type. Je vais le trouver, il dit, Monsieur Tosini, très timide, je fais des chansons, alors, il dit, viens ce soir, mon vieux, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ça a donné. Il m'a engagé à 100 sous par jour. C'est le plus beau souvenir de ma vie. Pierre Dac, vous me disiez à l'instant que... Un des plus beaux, car un des plus très beaux, beau oui. aussi. Vous me disiez à l'instant que vous ne pensiez pas au spectacle tout au début, et lorsqu'on est enfant, on imagine toujours son avenir. Votre avenir, vous le voyez comment? Quelle était la profession que vous vouliez embrasser? Eh bien, j'ai étudié le violon. Oui, je voulais devenir violoniste. Heureusement que j'ai eu cette balle retournée que j'ai reçue dans le bras, qui m'a foutu le bras gauche en l'air, parce que j'aurais été qu'un Pour mes parents, bien sûr, Sarasate et Paganini, c'était rien du tout à côté de moi. Mais à la vérité, je jouais comme une seringue. Alors, il a bien mieux valu que ça évolue autrement. Mais je n'avais pas d'idée, mais je pensais évoluer, je ne sais pas, c'est justement, j'ai eu cette découverte la première fois que je suis allé dans un cabaret de chansonnier. Mais enfin, ma destinée était certainement d'être dans ce domaine. Est-ce que vous avez été gêné par votre petite taille? Car vous mesurez 1m64, c'est petit pour un homme. 3. Oh, pardon. 3. Toujours mon haut de la grandeur. 3. 4 le dimanche. Oui, les jours de fête, mais 3 en semaine. C'est gênant pour un homme? Napoléon était grand, et Louis XIV. Vous rassurez les petits, là. Oui, on dirait qu'il y a eu De Gaulle depuis, bien sûr, comme ça fait une bonne moyenne. Votre premier poème d'amoureux, vous le rappelez, Pierre Dac? Non, à vrai dire, non. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, des vrais. Il y en a des vrais, il y en a des faux, il y en a, mais si je l'avais su, j'aurais apporté. Non. Pierre Dac, s'il fallait raconter votre vie en 2 phrases, vous la raconteriez comment? Eh bien, mon Dieu, je la raconterais que je suis content de faire ce que je fais, que je suis arrivé en luttant, toujours, car j'ai lutté toute ma vie, et ça continue. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que les choses faciles à voir, ça ne m'amuse pas le bois du monde. J'aime bien combattre et gagner une victoire, ou quelquefois
essuyer une défaite, bien entendu. Tout à l'heure, Pierre Dac, je disais que vous étiez le contraire de ce que vous vouliez bien paraître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois Pas que vous le êtes contraire. un monsieur profond qui pense et vous jouez les farfelus sur toutes les scènes. Je joue pas du tout les farfelus, c'est tout à fait naturel chez moi. Toutefois, ma femme rigole avec moi parce que je la fais marrer avec certains trucs. Absolument pas. C'est pas une attitude. Oh, pas du tout. Je suis dans la vie comme je suis chez moi. Et sur la scène aussi, c'est la même chose. Je fais absolument aucun effort pour ça. Un jour, Adolf Hitler, promenant sous le Dnieper, a dit « Je vais vous montrer, j'ai du flair ». J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Ma méthode est basée sur l'élasticité. Ein, zwei, drei, je vais vous l'expliquer. Chaque pas en avant doit être immédiatement suivi l'assaut éclair de 15 pas en arrière, puis de manière à droite. L'aile gauche glisse sur l'aile droite, pendant que l'aile droite ébauche, un virage sur l'aile gauche. C'est la défense élastique. Y'a rien de plus chouette que ce truc. C'est non seulement génial, mais encore radical, et bien plus actif que le Véronal. L'astuce, de toute façon, est de donner l'impression, faire de la progression à reculons. Faut déployer de l'adresse, plus encore de souplesse, mine de rien, tout au corps en vitesse. Quand une brèche se produit sur un point du circuit, on fait une épissure qui colmate la fissure. Pour ne pas être accroché, suffit de se décrocher et d'opérer son repli avant que ça ne fasse un pli. C'est la défense élastique. Y'a rien de plus chouette que ce truc-là. Se défendre élastiquement nécessite constamment qu'on se garde derrière pour prendre les devants. Bref, l'avance dans le recul est un fameux calcul qui prouve bien que sans rien, tout est nul. C'est une formule heureuse qui permet, sans qu'on se creuse, d'annoncer une défaite victorieuse. L'offensive à l'envers, ça démontre à l'ennemi qui vous regarde de travers qu'on court plus vite que lui. À quoi bon se colter avec les bolcheviks? Vaut bien mieux les lâcher avec un élastique. C'est la défense élastique. Y'a rien de plus chouette que ce truc-là. Vous êtes heureux de vivre? Ou bien sûr. Pourquoi alors à un certain moment vous avez pensé à mourir? Eh bien, mon cher Jacques, vous savez que j'ai connu pas mal d'épreuves dans ma vie, des champs de bataille, une fois. Vous me direz, j'étais caporal d'infanterie, c'était tout de même un privilège, bien sûr. Et puis, alors tant qu'on est dans l'action, on s'en aperçoit pas. Bon, et puis les années passent. Et puis après, il a fallu que je fasse une situation après la guerre. Pendant 4 ans, j'ai fait plusieurs métiers qui n'ont pas réussi, bien sûr, jusqu'au jour où j'ai débuté à la vache enragée. Et puis petit à petit, ben, ça s'est fait comme ça s'est continué comme ça. Et alors, je suis arrivé à peu près à ce que je voulais. Avec, bien sûr, il y a eu un petit arrêt entre 39 et 45, pour des raisons que vous connaissez. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra. Oui, c'est une époque, bien sûr, qui m'a beaucoup marqué, bien entendu. Et petit à petit, ça s'est accumulé. Et puis, ce qui a précipité, qui a amené cette dépression, la vraie dépression, parce que vous savez, le mot dépression nerveuse, Jacques, on en fait un abus. Le moindre petit coup de cafard, dépression nerveuse. Or, entre l'état dépressif et la véritable dépression nerveuse, il y a une très grande nuance. Moi qui ai connu la vraie dépression nerveuse, et je ne souhaite vraiment pas ça à mon plus mortel ennemi. J'ai connu l'enfer, je sais ce que c'est que l'enfer. Je suis resté 8 ans sans dormir. Enfin, 1 heure par nuit, peut-être. Alors, si vous avez, la souffrance dans la véritable dépression nerveuse, je pense qu'il est bon de le dire, parce que c'est utile quand même, je crois, c'est que vous êtes en parfaite lucidité de votre état. Vous savez qu'il faut que vous réagissiez. Et vous avez une griffe d'acier qui vous empêche de réagir. Puis il n'y a rien à faire. Et le professeur Baruch, le médecin-chef de Saint-Maurice, qui est un de nos amis, enfin une relation, pas un ami, est venu un jour chez moi, j'habitais en rue de Banville, il m'a dit, mon vieux, c'était vers 59 par là. Il m'a dit, malgré tous les psychiatres, malgré tous les neurologues, malgré tout ce qu'on vous a fait, et malgré tout ce qu'on vous fait encore, un beau jour, vous guérirez d'une minute à l'autre.
Et ça s'est produit exactement comme ça. Un beau jour, l'étui s'est desserré, et j'en suis sorti rajeuni de 20 ans. Ça vous a aidé? Oui, sûrement. L'épreuve, écoutez, si je résume ça un peu comme ça a l'air un peu prétentieux ce que je vais dire, cher Jacques. On dit en arithmétique qu'on fait la preuve par 9. Pour moi, dans la vie, ce sont les épreuves qui vous tiennent neuf. C'est très joli, en tout cas. Pierre Dac, dans la vie d'un homme, le moteur, oui, c'est souvent la femme. Oh oui. La vôtre? Ah oui, ça, je peux dire que j'ai eu cette chance dans ma vie. C'est très grande chance. Je crois que c'est ma très grande chance, c'est d'avoir la femme que j'ai. Ça fait 40 ans que ça dure et ça n'a jamais bougé. Vous vous rappelez votre première rencontre? Ah oui, parce qu'elle a fait du cabaret. Et je l'ai connue à un cabaret qui a disparu depuis, qui était Faubourg Montmartre, qui s'appelait le Théâtre de la Caricature. Elle était ravissante, elle est encore belle d'ailleurs. Et mon Dieu, j'ai eu le béguin d'elle, et ben j'ai essayé, bien sûr, j'ai fait des approches, et puis ça n'a pas marché. Et puis petit à petit, ben mon Dieu, ça s'est fait. Et puis, c'est resté parce que j'ai eu un premier mariage très, très mauvais, vraiment très mauvais. Bon, ma première femme est morte d'ailleurs, n'en parlons plus. Bon, ça c'est terminé. Et nous avons été ensemble, bien sûr. Elle était ma maîtresse pendant des années. Et puis, nous nous sommes mariés, légitimement, alors. Ça a été le premier mariage civil célébré à la mairie du 18e à la Libération. Vous connaissez depuis combien de temps? Ah ben, vous pensez, ça remonte à... je sais pas, 31, 32. Donc, ça fait, si je calcule bien, 38 ans, quelque chose comme ça. Une quarantaine d'années. 40 ans après, est-ce qu'un homme peut être toujours très amoureux de sa femme? Parfaitement. C'est mon cas. Et vous êtes heureux? Très. Oui. C'est une femme extraordinaire, qui pour moi est le meilleur de mes critiques. Elle ne me prend jamais de flanc. Jamais elle me dit c'est mauvais. Quand elle me dit oui, c'est pas mal. Alors dans les débuts, je lui dis connais rien, fous-moi la paix. Bon. Et puis je regardais, je réfléchissais, il me dit, il a parfaitement raison. Mais quand elle me dit oui, je trouve ça bien. Elle me dit jamais c'est très bien, c'est parfait, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille. Mais quand elle me dit oui, c'est bien, c'est que c'est bien. Elle s'est jamais trompée. Jamais. Pierre Dac, votre femme a aidé votre carrière? Ben forcément. Bien sûr qu'elle a aidé beaucoup ma carrière. Elle m'a inspiré énormément, bien sûr. Et alors, dans les moments difficiles, enfin entre 39 et 45, où j'ai passé pas mal de temps en prison, bien sûr, et j'étais réfugié entre deux tôles, avant d'arriver à gagner l'Angleterre, de rejoindre De Gaulle, j'étais à Toulouse. Je ne m'appelle pas ma belle-mère, parce que le mot belle-mère, c'est un mot qu'on a un petit peu trop dévalorisé. La mère de ma femme, qui était une femme merveilleuse, qui était une seconde mère pour moi. Elle avait un grand café à Toulouse, le Crystal Palace, place Matabio, qui a été un PC de la résistance extraordinaire. Comment la maman de ma femme n'a pas été déportée, c'est extraordinaire. J'ai trouvé là un réconfort merveilleux. Là. Et quand on est venu arrêter ma femme, car on est venu l'arrêter, bien sûr, la Gestapo, après l'exécution de Philippe Henriot, auquel j'avais fait son épitaphe, 15 jours avant qu'il soit exécuté, sans le savoir, car les services secrets me faisaient un peu leur confidence à Londres, bien sûr. Quand ils sont entrés, elle leur a dit, c'est maintenant que vous venez, il y a tellement longtemps que je vous attends. Les types se sont découverts, mon vieux. Il l'a embarqué aux tourelles, et heureusement, le directeur qui avait dû sentir passer le vent, il l'a collé au droit commun au lieu de la mettre au politique. Et c'est là où il y a eu le fameux dernier train de déportés dont pas un seul n'est revenu, et il est passé au travers. Voilà. Pierre Dac, justement, vous étiez à Londres, votre femme était arrêtée par la Gestapo et vous pensiez qu'elle était morte. Ah, vous pensez. Le jour où Jacques Duchesne, alias Michel Saint-Denis, qui dirigeait l'équipe, les Français parlent au français, il me dit, écoute Pierre, on vient pas à bout de Philippe Henriot. Il n'y a plus que vous. Je lui dis, mon vieux, merci du cadeau, parce qu'il avait du talent, le bonhomme, hein. Pardon, Pierre muait les foules, vachement. Je lui dis, je vous demande 2 heures de réflexion. Alors je lui ai dit, écoutez Jacques, c'est tout réfléchi, il n'y a pas de problème, parce que de 2 choses l'une, ou je rate mon coup, et je passe pour un imbécile, ce qui n'a aucune espèce d'importance, ou je la réussis et on arrête ma femme. Alors c'est oui, parce que c'est bon de voir. Le lendemain, Philippe Henriot me tendait une de ses perches, parce que j'avais fait un podcast qui s'appelait, je parlais de la France, etc. Et il me dit, qu'est-ce que ça représente pour vous, Pierre Dac, la France? Alors, quand on est ministre de l'Information, on s'enseigne sur le passé, tant civil que militaire, de celui qu'on attaque, et comme j'avais du répondant, pas mal de répondants même, il me tendait une perche admirable. Je lui ai envoyé un broadcast là, qui est venu tout seul, bien sûr. Ça pas drôle, alors là, il n'est pas drôle du tout.
Et je terminais son épitaphe, parce que je citais notamment la tombe de mon frère, qui fut tué en 1915, et où il y avait marqué « Ici repose Marcel Isaac, mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Et je lui disais « Vous aussi, Philippe Henriot, si toutefois vous avez une tombe, vous aurez aussi une épitaphe qui sera ainsi rédigée. Ici repose C.J. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. » 15 jours après, il passait à la casserole. Et le lendemain, on arrêtait ma femme. Cruel souvenir. Oui, de très beaux souvenirs aussi. Mais alors, car quand j'étais en tôle et tout ça, et j'étais un peu l'esclave de ce que je faisais, car les copains comptaient sur moi pour que je les distrais. Et j'avais pas toujours envie de rire, car je pensais à ma femme. Je me dis, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne savais pas si je la retrouverais vivante ou quoi, ou déportée ou quoi, j'en sais rien. On ne savait rien, puis je l'ai retrouvée. Le créateur de cette chansonnette passait jadis pour un vrai chevalier. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux bosses, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste, afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de Vichy au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant, ça devient gênant, car tout de même ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette racaille honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse, toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-ci est une élite rude, vivant symbole des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans reproche et sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur, n'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul, résistance, étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Pierre Dac, vous avez fait partie de cette belle équipe qui, chaque soir à Londres, animait l'émission Les Français parlent aux Français. Oui. Comment êtes-vous arrivé à faire partie de cette équipe? Eh bien, vous savez, j'ai fait 2 tentatives par l'Espagne. La première a échoué. J'ai fait 6 mois de tôle à la Cárcel Modelo de Barcelone. Et on m'a donné à choisir. À ce moment-là, il y avait encore la zone libre. Ils m'ont donné à choisir ou à être amené en France ou à aller à Miranda. J'avais un de mes copains, Fernand Lefebvre, qui était un pilote d'essai qui s'est tué stupidement après la libération, après avoir fait une carrière merveilleuse et courageuse. C'était vraiment un frère pour moi. Et il m'a dit, écoute, moi je vais te donner un conseil, viens pas à Miranda, tu vas y moisir, t'en sortiras pas. Puisqu'il y a encore la zone soi-disant libre, mais enfin quand même, il y a une nuance avec l'autre. Rentre en France et refais une nouvelle tentative. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis revenu en France. Là, ce serait toute une... Vous savez, il faudrait des heures et des heures que je vous raconte tout ça. Il y a des choses extraordinaires. Ils voulaient pas m'arrêter à la frontière, les Français. Le commissaire spécial à Cerbère m'a dit, je vous arrête pas, mon vieux. J'ai dit, écoutez, arrêtez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? On va me reconnaître. Hein, je vais être piqué, et vous, qu'est-ce que vous allez avoir comme avoine? Alors, il m'a arrêté parce qu'il est obligé à m'arrêter. Les gendarmes m'ont invité à dîner, etc. Et dans le panier à salade, la voiture Silvire qui m'emmenait de Céret, où j'étais jugé en correctionnel, et où le président m'a fait ses excuses, en me disant, je vous donne le minimum parce que je ne peux pas faire autrement. Mais je vous en demande pardon. Publiquement.
Et dans le fourgon, la voiture cellulaire qui m'emmenait de Céret, où j'ai été jugé en correctionnel, et condamné à 1 mois de tôle et 1000 francs d'amende, je crois, quelque chose comme ça, le minimum, quoi. À Perpignan, m'a emmené en tôle à Perpignan. Alors, dans la voiture cellulaire, le gendarme m'a fait sortir de ma cellule, il a dit, oh, non, pas vous, mon vieux, allez. Et c'est le premier autographe que j'ai signé à un gendarme dans une voiture cellulaire. Et j'ai retrouvé après, parce qu'il a fait partie de la résistance. Vous faisiez partie de cette équipe de radio. Oui. Les Français parlent au français. Extraordinaire. Qui était très, très, très écouté. Est-ce que vous saviez, vous, à ce moment-là, à Londres, que vous étiez écouté de cette manière? Oui, on le savait. Oui, on le savait. Oui, ça, on le savait. On avait les rapports, forcément, on avait les rapports d'écoute de France. Quels étaient les hommes qui étaient avec vous à ce moment-là? Il y avait Jacques Duchesne, alias Michel Saint-Denis. Il y avait Pierre Bourdin, qui est mort, comme vous le savez, en se noyant. Maurice Schumann. Maurice Schumann, qui est resté, alors lui, tout ministre des Affaires étrangères qu'il est, qui est resté un ami d'une merveilleuse fidélité. Je peux demander n'importe quoi, je ne demande jamais rien d'ailleurs pour moi, mais une occasion pour des amis, c'est fait tout de suite. Il n'a rien oublié, c'est un ami que j'aime fidèlement. Je ne partage pas toutes ses idées, il le sait, bien sûr, mais c'est un ami fidèle. Et puis il y avait Maurice Van Mopes qui est mort, qui est assommé, je une histoire à Nice, je sais plus quoi. Il y avait Oberlé, il y avait c'est les principaux, Pierre Bourdin, Jacques Duchesne, Maurice Van Mopes. Vous étiez conscient de l'importance que vous aviez à ce moment-là? Nous le savions parce que d'après les rapports que nous avions de France, bien sûr, on le savait. Et l'indicatif, c'était les 4 premières notes de la cinquième. D'ailleurs, j'ai écrit un poème qui s'appelle Les 4 accords là-dessus, que j'espère faire mettre un jour en chanson. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Est-ce que vous vous revoyez de temps en temps Ils sont tous écoutés. Et Maurice Schumann. Il n'y a plus que Maurice. Et vous ne le voit pas souvent. Il a quelque chose. Il est pas mal occupé, vous savez. Et oui. Autrement. Mais maintenant aussi, regardez, j'étais invité, presque pas invité d'homme, puisque le général Koenig, que j'aime bien, qui est un bon ami. Il y avait avec les résistants de l'air, il y a eu un raout la semaine dernière, d'ailleurs, au Grand Cercle. Et j'ai retrouvé un tas de copains, des résistants de l'air, j'ai de très bons copains là-dedans. Parce que, vous savez, le titre honorifique dont je suis le plus fier, je suis le seul civil qui soit membre d'honneur du groupe Lorraine. J'ai le certificat et l'insigne signé du lieutenant-colonel de Rancourt, qui est général maintenant, qui est à la chez Boeing, les Public Relations chez Boeing. C'est un de mes plus beaux souvenirs, une chose dont je suis le plus fier. Pierre Dac, vous avez donc fait 2 guerres. Vous étiez dans cette équipe des Français parlent au français à Londres. Oui. Vous étiez dans la résistance. Oui. Et pourtant, vous n'aviez pas une mission politique, vous. Non. Vous avez été entraîné dans la guerre pour la France. Mais, oui, et j'avais 2 raisons. 2 raisons majeures. Français, bien sûr, d'abord, et juifs ensuite. Et pour moi, je ne parle pas des malheureux, vous pensez les milliers, les dizaines de milliers de malheureux qui ont été embarqués, comme au Veldiv ou ailleurs, bien sûr. Mais un juif qui pouvait, et qui n'a pas fait de résistance, je le méprise profondément. Parce que la question de corps légionnaire, pour moi, ça ne joue pas. C'est un homme ou c'est pas un homme, et puis c'est tout. Qu'il soit ce qu'il veut, ça je m'en fous royalement. Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier. Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit.
qui met au cœur des hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les vomis, vous les lâches et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Pierre Dac, qu'êtes-vous exactement? Un clown, un chansonnier ou un humoriste? Humoriste, je crois. Oui. Mais clown, c'est pas péjoratif, c'est très beau. Comment clown? C'est un titre de noblesse. C'est un grand titre de noblesse, je crois bien. Un type comme Rome, par exemple, c'était un merveilleux tragédien. Oui. Oh, mais non, c'est pas péjoratif. Loin de là, c'est un grand mot, le mot clown. Pierre Dac, comment aimeriez-vous terminer votre vie? Comme ça. Comme ça. J'aimerais bien pouvoir, mais c'est trop prétentieux. Les dernières paroles que j'aimerais prononcer, mais c'est très prétentieux. Ça, ce sont celles-ci. Mission accomplie, terminée. Pierre Dac, vous avez 76 ans, enfin 3 fois 25 ans. Oui. Et vous avez composé 160 chansons au cours de ces derniers 18 mois, donc vous êtes en pleine santé. Oh, je n'ai pas fait que ça, oui, entre autres, oui. Oui, je crois que vous avez également enregistré des poèmes érotico-philosophiques. Non, ils ne sont pas encore enregistrés. Non. Ils sont prêts, alors? Ils sont prêts, mais oui, parce que ça s'enregistre même pas comme ça. Hein. Mais je les ai écrits d'une manière classique. Ah oui, parce que j'estime que l'érotisme, qui est un beau mot d'ailleurs, car on peut mettre tout, car j'ai mis tous les mots. Ça, tous les mots, ils sont. Les mots sont les mots et il faut leur donner leur valeur. Autrement, je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie que je n'aime pas du tout. Bon, seulement, il faut que ce soit très bien fait. Et je les ai fait vraiment, comme 100 fois sur le métier, en mettez votre ouvrage, en vers véritablement très chiadé, si j'ose dire, en alexandrin, etc. Bon, je pense que ça peut faire quelque chose d'amusant, quoi. Et dans mon esprit aussi, bien sûr, dans ma forme d'humour, quoi. Dans le fond, Pierre Dac, vous aurez tout fait. Vous êtes comédien, vous êtes chansonnier, vous êtes humoriste, vous êtes auteur de chansons, vous avez... il y a une pièce. Oui, des pièces, ensuite des émissions célèbres, comme signé Furax. C'est un monument. Bien sûr, bien sûr. Signé Furax. Hey, les gars! Oui! Christo! Encore ce mystérieux appel qu'on ne sait pas d'où ça vient. Oh. Ouais, tant pis. Allez, en voiture. 6 heures de route et nous serons à Morbeau-Bacane. Christo, il fait pas chaud, hein? On s'enrhume.
Quel paysage de cauchemar. Partout des précipices, des plateaux pelés, des apics, des... Heureusement qu'il y a quand même des à côté. Ah, c'est ça, aperçois la maranée, Timène. Alors, maranée, bonjour, Bon, et ben maintenant, suivez-moi. Oui. Et soyons naturels. Oui. Moi, je me dissimule sous mes fichus et mes foulards. Ayons l'air de saltimbanques en train de faire la parade. C'est ça, allons-y. Allons-y. Allez, hop, approchez, messieurs, dames, approchez. Il avait pas fait il avait pas vu l'éléphant. Entrez voir le casse-mètre circus. Entrez voir le casse-mètre circus. Hey, qui va là? Quel est votre domaine musical? Ah, il est complet. Pour moi, il n'y a pas 36 musiques, il y a la bonne et la mauvaise. Alors j'aime autant la musique de jazz moderne, ou classique, oui, que la véritable musique classique, les deux. Vous écrivez toujours? Des poèmes, des... Ah bah j'arrête pas. Eh oui, j'arrête pas. Pourquoi? C'est un climat dans lequel vous vous sentez bien? Mais bien, parce que j'ai besoin d'écrire. Je crois que vous avez devant vous, d'ailleurs, un poème que vous venez d'écrire. Oui, tout récent, celui-là. Ça s'appelle Cosmos Idylle. Bon, alors je vous écoute. C'est une idylle dans le cosmos, et je pense que c'est, évidemment, ça vient, enfin voilà. L'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi, chante Carmen à pleine voix. Pourtant, dans l'infini suprême, il l'a, en sa sublime foi, connu pour toute une fois. Voici la belle histoire d'Eliot, natif du Maine, dans le nord des États-Unis, et de Petrouchkaya, native de l'Ukraine, en URSS, non loin de Tchernovsny. Ils sont au même titre tous deux cosmonautes, mais leur destin ne se serait jamais scellé sans l'insolite étrange faute d'un fissionnaire au sol, distrait. Il y avait des jours et des nuits que leur ronde autour de la Terre s'opérait, chacun en sens contraire dans le mystère des ondes pour en percer le grand secret. Mais à 40 000 km/h, au grand jamais, ils ne pouvaient, malgré leur promptitude de réflexe oculaire, s'entrevoir quand ils se croisaient. C'est alors que se produisit en plein espace l'effet de la faute en question. L'une des deux cabines fit soudain volte-face et demi-tour de direction. C'était celle d'Eliot, laquelle, en conséquence, orbitalement s'inversa et rejoignit à grand W de puissance celle donc de Petrouchkaya. Lors, à vitesse égale, volant côte à côte, du fait de leur rapprochement, ils purent enfin se voir, et les deux cosmonautes eurent le coup de foudre au même moment. Mais, à pareille allure, on n'a pas le temps d'attendre en cas de grave décision. C'est en poussière de secondes qu'il faut la prendre, avec absolue précision. L'Américain l'a pris, et sortit dans le vide, du sas de son engin spatial, pour pénétrer en apesanteur, mais lucide, dans celui de son amour astral. Et d'un commun accord, ils prirent l'initiative de vivre ensemble sidéralement, et de laisser tomber leurs bases respectives, en changeant d'orbite sur le champ. Étroitement unis, ils se satellisèrent, et décidèrent de s'aimer, dans le cercle attractif et la pure lumière de Vénus, l'étoile du berger. Et depuis, ils poursuivent leur course idyllique en réglant constellairement le problème de la coexistence pacifique dans l'idéal du firmament. Telle est la belle histoire d'Eliot, natif du Maine, dans le nord des États-Unis, et de Petrouchkaya, native de l'Ukraine, en URSS, non loin de Tchernovsny. L'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi, chante Carmen à pleine voix, mais là, dans l'infini suprême, il l'a, en sa sublime foi, connu pour toutes, une fois. C'est très joli, Pierre Dac, et dans le fond, c'est un acte de rapprochement entre l'URSS et les États-Unis. Vous allez très loin dans ce domaine. C'est exactement mon propos. Vous êtes très passionné par tout ce qui va se passer dans l'espace. Bien entendu. Tout ce qui s'est déjà passé, et ensuite cette descente sur la Lune. Et tout m'enthousiasme. D'ailleurs, le jour où on n'a plus d'enthousiasme, il n'y a plus qu'à rentrer sous terre. Est-ce qu'il vous arrive de regretter vos 25 ans? Rien du tout. Que vous n'aviez pas encore 3 fois? Non. D'ailleurs, mes 25 ans, je n'ai pas eu 20 ans. 20 ans, moi, je les ai eu à 30 ans. Puisqu'à 20 ans, j'étais sur les champs de bataille. C'est là où j'ai passé ma jeunesse. Enfin, les plus belles années de ma jeunesse. Alors j'ai commencé à avoir 20 ans à 30. LE, ici Radio Loufoque. Mes chers auditeurs, veuillez écouter un radio-reportage depuis le Salon des Inventions Loufoque, effectué par notre collaborateur Pierrot Lavalise. Mes chers auditeurs, nous allons visiter ensemble le Salon des Inventions Loufoque. Suivons la foule. Voici tout d'abord le stand des innovations vestimentaires.
Écoutez le vendeur. Mesdames et messieurs, tenez, contemplez nos dernières nouveautés. Le maillot de corps en papier buvard contre la transpiration et le maillot de bain fourré avec chaufferette pour plage réfrigérée. Pour les plages du midi. Nous avons le slip en fil fouet avec ventilateur fonctionnant à l'alcool de menthe. Ce modèle existe également avec soutien-gorge à crémaillère. Toutes ces créations sont livrées ensemble dans un joli tonneau décoré au prix incroyable de 2100 francs. Payable 2000 francs à la commande et le reste en 24 mensualités. Comme vous pouvez vous en rendre compte, mes chers auditeurs, il y a de quoi se taper l'épiglotte sur une lampe à souder. Mais interrogeons maintenant le préposé au stand de la maison moderne. Mesdames et messieurs, j'en suis étonné moi-même. Et voici, mesdames et messieurs, la maison plate à étages horizontaux. Les étages, au lieu d'être superposés, sont à la suite les uns des autres. Ce qui fait que dans une maison construite place de la République, vous auriez la cave à la 10 places et le grenier serait à la Madeleine. Et comment fait-on seulement une fois pour aller de la cave au grenier? On prend un taxi, monsieur. Ce n'est pas tout. En matière de literie, on a beaucoup parlé ces temps derniers du matelas pneumatique. Voici mieux encore. Le matelas super moelleux monté sur sa moelle et le modèle de luxe en crème désignée. Et comment livrez-vous ces matelas? En peau d'une demi-livre. Voici notre toute dernière invention. L'oreiller musical, qui au moment opportun vous murmure « Parlez-moi d'amour ». Et le collier douce à musique qui joue immédiatement après « Parlez-moi d'autre chose ». Passons au rayon cuisine. Voici pour remplacer votre domestique la machine à casser les assiettes. Ça marche bien? Très bien. Ça fait du 60 assiettes à l'heure. Je vous signale en passant les trous de rechange pour passoires usagées. En outre, monsieur le speaker, je suis persuadé que tous vos auditeurs seraient désireux de posséder un appareil qui empêche les sauces de figer. Mais certainement. Nous n'en avons pas. N'en parlons plus. Merci, monsieur. Mes chers auditeurs, laissons-nous guider par la foule qui nous entraîne vers un des stands des plus appréciés. C'est celui des vins fins, liqueurs, spiritueux et boissons d'hiver. Allô, ici Radio Loufoque. Vous venez d'entendre le radio-reportage depuis le salon des inventions Loufoque. Notre prochaine émission aura lieu quand ça nous fera plaisir. Vous en serez avisé par lettre recommandée. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et bonne année. Est-ce que vous avez des regrets, Pierre Dac? Non. Non, aucun. Des envies? Non, pas des envies, non. Des désirs, oui, bien sûr. Des projets, des désirs, bien sûr, toujours. Votre Sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous, pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors. Francis Blanche, c'était un mariage parfait tous les deux? Ah, c'est engueulé comme du poisson pourri, vous pensez bien, parce qu'il faut se le faire, Francis, j'ai beau à vous le dire. Mais enfin, c'était même un personnage avec qui je m'accordais merveilleusement. Ah oui. Maintenant, j'en ai retrouvé un autre, parce que maintenant, Francis fait du cinéma, on fait plus rien ensemble. C'est mon ami... Ça vous manque? Hein? Ça vous manque? Non, du tout. Cette absence? Non. Parce que j'ai Louis Rognoni avec qui je travaille. On a fait ici Bon baiser de partout, dont il est question d'ailleurs, je dis Francis, il vaut mieux, il est question le projet est fait d'ailleurs, on n'a qu'en plus que le feu vert, pour le transposer en animation à la télé. Donc c'est une bonne chose pour Robert Dac, ça. Ah oui. Et Louis Rognoni est un type remarquable. Parce que Francis, c'est un personnage extraordinaire, hein. Et alors, Louis Rognoni est un type merveilleux, parce que c'est un type calme, que j'écoute quelquefois raconter l'histoire. Pendant 2 heures, je l'écoute. À 20 ans, il était chercheur d'or à Cayenne. Il a fait 3 fois le tour de la Terre, il connaît tout. Tout un type extraordinaire. Et un humour qui s'accorde admirablement avec le bien. Une grande culture en plus, il est plus cultivé que moi d'ailleurs, mais il est un type remarquable. Pierre Dac, vous avez poussé l'expression travailler du chapeau jusqu'à son maximum. Oui, certes. C'est parce que vous aviez la grosse tête? Oh non, heureusement. Si, je l'ai eu 1 ou 2 fois. Vous savez, ça arrive.
Et chaque fois, pas plus de 2 fois, et chaque fois que j'ai reçu un de ces coups de matraque sur la gueule qui m'a remis immédiatement ma tête à ses dimensions normales. Ça ne l'a jamais loupé. Depuis, je n'ai plus jamais eu la grosse tête. Quelles sont les réalisations, les réussites dont vous êtes particulièrement fier? Oh, 39.5, cette revue dont je vous parle, Sans issue, que j'ai faite aussi avec Francis, il fait pas mal de chansons, bien sûr. Une des choses, bien sûr, dont évidemment, qui pourront être un grand souvenir, une grande chose, c'est tout de même ce que j'ai dit quand j'étais à Londres. Les broadcasts que j'ai dit à Londres, bien sûr. Je ne vais pas me forcer, ça venait tout seul, bien sûr. Pour la bonne raison que j'avais assez vécu en France et assez écouté la BBC, la radio anglaise, pour savoir surtout ce qu'il ne fallait pas dire. Vous ne parlez pas de l'os à moelle? Ah, l'os à moelle, oui, ça c'est un beau souvenir, l'os à moelle, bien sûr. La course au trésor aussi, au Poste parisien. L'os à moelle, c'est venu d'ailleurs après la course au trésor qu'on faisait au Poste parisien. Et puis l'os à moelle, alors, qui a duré 2 ans et qui s'est arrêté le 31 mai 40 pour des raisons vraiment majeures. Dans le fond, Pierre Dac, vous êtes un grand ancien pour nous, vous êtes un homme de radio. Ouais. Un pur homme de radio. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez des ennemis, Pierre Dac? Bon, je dois bien en avoir, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Quelle importance? Vous savez, j'ai mieux ne jamais oublier quelqu'un qui m'a fait quelque chose de bien. J'oublie jamais ça. Mais je préfère oublier une saloperie. Je suis persuadé quand même, Pierre Dac, que si vous appreniez que quelqu'un a dit des choses pas très gentilles sur vous, vous ne seriez pas content sur le plan de la sensibilité. J'avais complètement indifférent. C'est vrai? Totalement. C'est de la lucidité. Vous savez, mon cher Jacques, pour moi, il y a un critère, c'est de pouvoir se regarder le matin quand on se rase dans la glace sans avoir à baisser les yeux. Alors, mon Dieu, c'est prétentieux de dire ça, parce que bien sûr que j'ai fait aussi des bêtises dans ma vie. J'en ferai encore, sûrement. Mais enfin, je crois que dans l'ensemble, je n'ai pas à rougir de moi-même. Pierre Dac, est-ce que vous pensez qu'en 69, le spectacle fait encore appel à des hommes comme vous de 76 ans? Est-ce que pour vous, 76 ans, c'est une chose difficile? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je les parais pas, je les fais pas. Quand je leur dis aux gens, ils ne reviennent pas. Bon, je veux bien. Non, ça n'a aucune importance. Non. Pas de retraite pour vous? La retraite, la retraite quand je me ferai incinérer, parce que je ne veux pas me faire enterrer. Ça, la retraite. Mais tant que je pourrai, jusqu'au bout. Ah oui. Pourquoi incinérer? Parce que je ne veux pas pourrir. Vous avez des idées comme ça? Non, je ne veux pas pourrir. Non, les cendres, je trouve ça symbolique, je trouve ça très beau. Quels sont les personnages de ce métier que vous appréciez le plus, ceux que vous avez approchés, que vous avez bien connus et que vous avez aimés peut-être? Vous savez, j'en ai connu bien sûr pas mal, bien sûr. J'ai un très bon ami, mon ami René Lefebvre, qui est un merveilleux comédien, qui est un excellent copain, qui encore à tous, bien sûr, mais enfin plus ou moins, bien sûr. Des amis, vous savez, je n'ai pas beaucoup d'amis, Jacques. Avec les 10 doigts de la main, c'est beaucoup, parce que je donne au mot ami avec un A quadruscule. C'est un très grand nom, le nom ami. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amitié? L'amitié, c'est tout. C'est de savoir quand on est dans l'emmerdement, si j'ose dire, on est sûr de les trouver. Quand ça va bien, on en a beaucoup d'amis, énormément. Ça, pour moi, c'est zéro. Ça n'existe pas. Des relations, oui, plus ou moins agréables, pourquoi pas. Bien sûr, on voit des gens qui sont gentils, ça va bien, mais ce ne sont pas des amis. L'amitié, ça implique beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de sacrifices? Beaucoup, bien sûr. J'ai trouvé, quand j'étais en France, surtout la période 39-45, quand j'étais entre deux tours à Toulouse, j'ai trouvé des amis, vraiment des amis, 2 notamment, ils sont morts tous les 2. Des gens, enfin des industriels, enfin des commerçants, etc., qui ont été pour moi d'un dévouement extraordinaire. Quand j'étais menacé ou n'importe quoi, avec qu'à m'amener, j'étais là, ils m'étaient reçu. Alors ça, c'est l'amitié. C'est ça, l'amitié. C'est le dévouement. C'est le dévouement, total, rien. Tout. Parce que vous avez un morceau de pain, on le partage en 2, c'est tout. L'amitié, ça n'est jamais très bon dans le bonheur, c'est surtout dans le bonheur qu'on la trouve. Dans le malheur, plutôt qu'on la trouve. Le malheur, c'est là où on l'apprécie, et justement, c'est de là que je parle. Parce que quand tout va bien, des amis, alors là, ça court les rues. Il y en a en masse, hein. Oui, faut fermer la porte à ce moment-là. Ouais. Pierre Dac, vous avez bien connu à leur début des hommes comme Fernand Reynaud, Robert Lamoureux. Un peu. Un jour, Canetti, on allait des dernières répétitions de 39.5, il avait le central de la chanson, Jacques Canetti. Et me dit, dedans, j'ai trouvé un type, je voudrais bien que vous l'auditionniez. Alors, ils m'ont vu auditionner, alors là, c'est la fin de tout. Pensez si c'est drôle pour un type qui va auditionner devant moi tout seul et moi l'écouter, c'est pas drôle. Des si j'y tiens. Bon, il m'amène Lamoureux. Il m'a dit, c'est la bonne, et moi, enfin, de ses premiers trucs.
Je t'ai laissé parler 30 secondes. Puis j'ai dit à qu'elle disait pas la peine d'aller plus loin, allez, embarquez-le tout de suite, il n'y a pas de problème. Et j'ai prédit à sa carrière Robert Lamoureux, il le sait. Je lui ai dit, je ne me suis pas trompé. La même chose pour Fernand Reynaud. Exactement dans les mêmes conditions. Il me l'a amené aussi. Au bout de 30 secondes, j'étais plié sur mon fauteuil. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, ce type-là a un talent fou. Vous l'engagez tout de suite. Je ne suis pas trompé, j'ai dit à Fernand. Il s'en souvient d'ailleurs, Fernand. Il dit, mon vieux, ça, toi, tu feras une carrière merveilleuse, tu verras. Je n'ai pas trompé, ni pour l'un ni pour l'autre. Pierre Dac, est-ce que vous vous sentez très près des jeunes d'aujourd'hui? Ah, ça, c'est la plus grande joie de ma vie. J'ai toujours eu les jeunes derrière moi, toujours. Et ça continue plus que jamais. Et ça, c'est la plus grande joie que je puisse éprouver. C'est parce que vous-même, vous êtes resté très jeune. Il n'y a pas d'hiatus. C'est pourquoi je ne crois pas. Je ne crois pas au divorce des générations. Je crois qu'il y a une incompréhension volontaire ou involontaire, je pense, bien sûr, des parents avec les enfants, mais pour moi, il n'y a pas d'hiatus. Il n'y a pas d'hiatus de génération, il faut arriver à se comprendre. À comprendre. Vous avez des gens qui restent en arrière, qui sont restés à une époque, alors, vous savez, les gens qui me disent, ah, de mon temps, je dis, foutez-moi la paix, de mon temps, qu'est-ce que ça signifie de mon temps? Ben, la jeunesse aujourd'hui. Ne vous rappelez pas les imbécilités que vous avez faites quand vous étiez jeune. Moi, je m'en souviens très bien. Et j'en ai fait pas mal. Alors, je comprends parfaitement. Bien sûr qu'il y a les blousons noirs, et les voyous. Ça a toujours existé. La jeunesse d'aujourd'hui vaut très largement celle d'autrefois. Très largement. Sinon mieux. Pierre Dac, vous avez des enfants? Non. Ça vous manque? Non. Parce que j'ai eu mon petit-neveu, ma petite nièce, que nous avons presque élevé quand il était tout bébé. Et alors, c'est pourquoi je peux parler comme ça, parce qu'on me dit, vous en parlez facilement, on n'avez pas d'enfants. Ici, nous avons eu pendant 8 ans, ils étaient tout petits, et il n'y avait jamais nous avons jamais laissé ces enfants. Et Dieu sait que les questions d'enfants sont quelquefois très embarrassantes. Jamais nous n'avons laissé ces enfants sans réponse. La petite, Florence, qui a 21 ans maintenant, a posé des questions un jour sur des choses sexuelles, etc. Je lui ai expliqué. Même m'a dit, parrain, je comprends pas. J'ai dit, non, ma chérie, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il faut d'abord que tu apprennes certaines choses, qu'on va t'apprendre, etc. Puis quand tu les auras apprises, tu comprendras tout ce que je te dis. Bien, parrain. C'était réglé. Mais jamais, par contre, vous savez, j'ai écrit un truc d'ailleurs qui s'appelle comme ça, la fameuse réponse, pourquoi? Parce que, et une paire de tartes. Voilà. Bon, ça c'est, voilà. Donc, à 76 ans, Pierre Dac, j'ai l'impression que vous êtes encore un jeune homme romantique. Mais oui, bien sûr. Le romantisme, pour moi, c'est une très grande chose. Et alors, justement, puisque c'est le professeur Louis Le Prince Ringuet qui m'a écrit la préface, ou plutôt l'antipréface de mon prochain bouquin intitulé Dialogue en forme de tringle, j'estime qu'il y a dans le cosmos, il y a un admirable romantisme. C'est merveilleux comme romantisme. Que vous voulez trouver de plus beau que ça? Dialogue en forme de tringle, c'est un drôle de titre. Ah oui, on m'a demandé pourquoi. Alors là, j'ai répondu parce que. Et pourquoi Le Prince Ringuet? Ah, écoutez, un jour, j'ai une profonde admiration pour le professeur Louis Le Prince Ringuet. Et un jour, je l'ai écouté à la télé, bien sûr, le voyais à la télé. J'étais tellement enthousiasmé que je lui ai envoyé un mot pour lui dire mon admiration. Tout simplement, comme ça, parce que j'avais envie de le faire. 15 jours après, je recevais une carte de lui de Rome. Il me dit, mon cher Pierre Dac, votre admiration, je vous la retourne, car je suis un de vos plus vieux supporters, et mes enfants adorent tout ce que vous faites. Et alors, quand j'ai écrit ce bouquin, à mon éditeur, Roger Maria, j'ai dit, il faudrait une préface. J'ai dit, oui. J'ai dit, si on demandait à Louis Le Prince Ringuet, ce serait merveilleux. J'ai dit, qu'est-ce que je risque? Je téléphone à Louis Le Prince Ringuet, que je ne connaissais pas de vue. Il me reçoit au téléphone d'une façon admirable, une gentillesse, une simplicité. Il dit, envoyez-moi votre texte, ça me changera un peu de mes travaux nucléaires. Et 3 semaines après, il m'a envoyé une lettre me disant, écoutez, je ne me reconnais pas capable de faire une préface pour ce texte qui m'a beaucoup amusé mes enfants, mais je verrai beaucoup plus vous demandant à vous une préface pour un livre que moi j'écrirai. La lettre est dans tout ce sens-là où ma modestie en prend un coup terrible. Alors je téléphone ça à Roger Maria, mon éditeur, je lui dis, écoutez, voilà ce qu'il m'écrit Le Prince Ringuet. Bien, écoutez, mon vieux, il faut lui demander la permission, l'autorisation de publier cette lettre. Qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux comme anti-préface? Et Louis Le Prince Ringuet a accepté. Pierre Dac, vous ne pensez pas que la simplicité, elle fait des grands hommes le plus souvent? Ben, c'est mon avis, c'est bien mon avis. La vraie simplicité, bien sûr. La vraie, mais bien sûr. Pierre Dac, vous avez écrit une pièce également avec un titre toujours à rebondissements multiples, car vous avez une idée, lorsque vous faites une pièce, vous pensez au titre en même temps. Ah, bien sûr. Philémon et Baucis VIII. Non, le suicide de Philémon Baucis VIII.
Il faut le faire, ça aussi. Ah bah oui, je l'ai fait, oui. Vous avez toutes les audaces, hein. Pourquoi? Ben, j'ai envie de la faire, ça m'est venu. Il y avait longtemps que j'avais cette idée en tête, puis un beau jour, hop, et puis je me suis mis à l'écrire. Voilà, je l'ai retapé, révisé, etc., etc. Et il est entre les mains d'un producteur, maintenant, sortira-t-elle pas, je n'en sais rien, ça. Vous savez, c'est des choses qui verront jamais le jour. Je le sais bien. Pierre Dac, vous écrivez des pièces, des chansons, des romans, mais est-ce que vous avez quand même du temps pour les loisirs? Ben, ce sont mes vrais loisirs. Le travail, c'est le loisir, pour vous? Bien sûr. Et puis alors, j'habite au 8e, de Villiers, et on est dans le ciel. Alors quelquefois il m'arrive de rester 1 heure et demie à regarder les nuages et le ciel. Et ça, c'est merveilleux. Vous êtes comme Papillon, le fameux bagnard, vous vivez dans les étoiles. Alors là, puisqu'on parle de Papillon, alors là, pardon. De ma vie, je n'ai lu un livre pareil. De ma vie. C'est fantastique. Vous savez que je l'ai accueilli à ce micro et je dois dire que c'est un beau moment. C'est fantastique. Je n'ai jamais lu de ma vie un livre pareil. D'une pareille puissance et d'une humanité aussi belle. Vous aimez les romans d'angoisse? Oui, les choses dramatiques, oui. J'aime beaucoup les choses dramatiques, d'ailleurs, et c'est normal, c'est une opposition un petit peu. Entre le farfelu et bien sûr, bien sûr. Je dirais certainement beaucoup plus de dramatique que de choses plus drôles. Faire rire, c'est une chose sérieuse, Pierre Dac? Très sérieuse, très sérieuse, oui, très grave. Vous avez de la mémoire? Oui, beaucoup de mémoire. Oui. C'est pour oublier Oui. Pour beaucoup oublier? Pour beaucoup oublier, vous avez de la mémoire? J'oublie assez vite, mais je reprends très vite aussi. Si, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Si, comme l'a dit également, à peu de choses près, et un autre jour, le général de Gaulle, les choses étaient autres que ce qu'elles sont, c'est-à-dire ce qu'on voudrait qu'elles soient. Il s'en trouvait encore pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. L'heure tant souhaitée de la paix universelle sonnera au clocher de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle quand les cartes d'état-major seront remplacées par des cartes de visite d'état civil. Pas de mal la veille. L'esprit de l'escalier est avoir raté une marche dans celui de l'à propos. Ça a l'air de rien, mais en vérité, c'est pas grand-chose. Celui que la fumée n'empêche pas de tousser, et que la toux n'empêche pas de fumer, a droit à la gratitude de la Régie française des tabacs. La véritable modestie consiste à ne jamais se prendre pour moins que ce qu'on estime qu'on croit qu'on vaut. L'imbécile prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. En politique, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. En hiver, on dit souvent « Fermez la porte, c'est froid dehors ». Et quand la porte est fermée, c'est toujours aussi froid dehors. Pensez pas, c'est cartésien, je sais pas, moi je comprends pas. Un chemin qui descend. C'est un chemin qui monte en sens inverse et réciproquement. S'il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a près de 400 km de Paris à Clermont-Ferrand. L'homme vraiment courageux est celui qui se couche à côté de son travail, histoire de prouver qu'il n'a pas peur de lui. En matière de politique sociale, les pouvoirs publics disent qu'il faut s'entendre pour se mettre d'accord. Le patronat de droit divin dit non. Le jeune patronat dit oui. Le contrat social des conventions collectives dit il faut voir pour s'en rendre compte. Les centrales syndicales disent c'est tout vu, les comptes sont rendus. Et la classe ouvrière dit merde. Le privilégié de la nature, qui est myope d'un œil, presbyte de l'autre, et qui louche de surcroît, n'a aucune excuse de ne pas se rendre compte, dans le même instant, de ce qui se passe autour de lui. L'homme accompli et complet est celui qui sait suffisamment se retourner dans la vie pour faire face
au risque de se trouver nez à nez avec ce qu'il a dans le dos. Ce qui n'est pas tellement commode, faut dire ce qu'il y a. Moi, d'être acrobate. Qu'on le veuille ou non, une paire de chaussures neuves ne remplacera jamais un chapeau, même usagé pour se boiter. Ils ont rigolé avec leurs penseurs. Dans la connaissance du monde, ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Une que j'aime bien aussi, elle est belle celle-là, oh, elle va loin. Celui qui dans la vie est parti de pas grand-chose pour n'arriver à rien, n'a de merci à dire à personne. Quand ça tourne pas rond dans le carré d'hypoténuse, c'est signe qu'il est grand temps de prendre les virages en ligne droite. Quand une respectueuse file sportivement ses 15 nœuds de moyenne horaire, c'est la preuve que le sandwich à la gabardine est fait pour casser la peau qui la plie. Si un bon averti en vaut deux mauvais avertis veulent pas grand-chose. Tant que le briefing restera dans le garde-manger, ce qui s'est passé l'année dernière à Marienbad ne se renouvellera pas l'an prochain à Jérusalem. À l'éternelle question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Je réponds, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Pierre Dac, je voudrais savoir si vous avez réussi votre vie. C'est une question que je pose d'une manière assez générale. Ben, je crois que oui, enfin, jusqu'à présent, je crois que oui. Vous savez, ce qui était intéressant dans ces 60 minutes que nous avons passées ensemble, c'est de démonter un peu le personnage que vous êtes, car on vous prend pour un farfelu, oui. On vous prend pour un homme pas sérieux. Moi, j'ai voulu connaître l'autre Pierre Dac, oui, celui qui se cache en coulisses. Et je me cache pas d'ailleurs, vous savez, là, je suis comme je suis, c'est tout. Vous êtes dans le fond un immense timide. Oui, bien sûr. Seulement tout de même, quand j'ai une idée dans la tête et que je veux qu'elle aboutisse, quand je poursuis un objectif, je le poursuis alors avec une volonté totale, jusqu'au bout. Vous êtes le timide de 76 ans qui ose dire encore à sa femme « je vous aime ». Ah, bien, je n'ai plus besoin de le lui dire, elle le sait, mais je lui en dis encore. Merci Pierre Dac. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.